Ils se pressaient autour de moi, j'avais du mal à respirer. J'ai soulevé ma casquette. Les inconnus avaient disparu. J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits, déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici? Si vous le saviez, entreriez-vous quand même? Je m'appelle Robert Joe. Je suis blogueur et explorateur urbain. Je ne suis pas venu ici pour chasser les fantômes. Ma théorie, c'est que lorsqu'un lieu est réputé hanté, c'est souvent parce qu'il a été le théâtre de véritables horreurs ou de tragédies qui ont inspiré ces histoires de fantômes. L'histoire de Taïwan est complexe. Confucianisme, bouddhisme et taoïsme s'y croisent. Et pour beaucoup, le monde physique et le monde spirituel sont inséparables. Un lieu en particulier a retenu mon attention. L'île Verte, au large de la côte sud-est de Taïwan. Sur cette île touristique, circule une légende qui est loin de faire rêver. Celle d'une grotte abritant un trésor enfoui, dans laquelle des explorateurs ont eu une surprise de taille. Je suis la directrice générale de l'hôtel Tongchang. Je m'appelle He Sheyu. Je suis née le 22 janvier 1958. En 2008, des gens de Taichung sont venus sur l'île Verte pour chercher de l'or. Nous leur avons dit qu'il n'y avait pas d'or sur l'île Verte. Mais ils n'ont rien voulu savoir. Au bout de 3 jours d'exploration, ils ont découvert des os. Ça m'a inquiétée, alors j'ai décidé de me joindre à eux. Ils étaient accompagnés d'une religieuse de Taichung. Quand j'ai vu les os, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Tous les soirs, nous aidions les chercheurs d'or à transporter les os. Un soir, vers 21h, j'ai été prise d'une subite nausée. Tout à coup, j'ai vu la grotte se remplir d'inconnus. Ils se pressaient autour de moi, j'avais du mal à respirer. J'ai soulevé ma casquette. Les inconnus avaient disparu, j'étais de nouveau plongée dans l'obscurité. J'étais désorientée, alors j'ai baissé ma casquette sur mon visage. Mais ils sont revenus, ils sont restés là à me regarder.
De toutes les histoires de fantômes que j'ai entendues ici, c'est la plus étrange. On a la directrice d'un hôtel de l'île verte qui s'associe à des chasseurs de trésors, qui cherchent des pièces d'or enfouies dans une grotte, et qui, au lieu de cela, trouvent des squelettes. Pendant qu'il déterre ces os, la propriétaire de l'hôtel est confrontée à un phénomène paranormal. Cette grotte, censée abriter de l'or et des fantômes, je me dis qu'elle doit avoir une réputation qui fait que les gens du coin ne s'y aventurent pas. Cette histoire avait tout pour faire une bonne enquête. Y avait-il un lien entre l'histoire de Madame E et un événement qui aurait pu se produire au cours de l'histoire de l'île verte? Avant toute chose, il fallait que je comprenne les croyances des Taïwanais sur la vie après la mort. Comment la religion et les traditions influaient-elles sur leurs histoires de fantômes très particulières? Un temple taoïste m'a invité pour répondre à mes questions. Stone Shu est une personnalité de la télé locale. Il prétend être en relation avec le monde invisible. Seigneur du Tao, divinité, je m'appelle Stone Shu et voici Robert Joe. Nous demandons votre bénédiction pour que notre travail soit fructueux. Saluez 3 fois. Le temple taoïste fait partie du mode de vie taïwanais. Les religions à Taïwan vont du bouddhisme indien au tantrisme tibétain. Mais la religion la plus importante, c'est le taoïsme. C'est celle qui compte le plus de pratiquants. Quelle est la différence entre le taoïsme et les autres religions? Le taoïsme se concentre sur la vie passée, présente et future. Les taoïstes croient au cycle de la vie et à la réincarnation. Le taoïsme implique l'échange. Si par exemple je veux quelque chose et que ça se réalise, j'offre alors quelque chose en échange. C'est vraiment très interactif. Bienvenue à tous. Et merci d'être venus si nombreux à notre cérémonie Guanlin. Stone m'a ensuite demandé de juger par moi-même à quel point le taoïsme était interactif. Nous utilisons ce talisman pour qu'il nous guide vers le monde spirituel. N'ayez pas peur si vous voyez quelque chose. Même si vous avez une vision, votre corps restera ici en sécurité. Le maître a commencé à réciter des formules magiques pour invoquer les dieux et nous ouvrir la porte des enfers. Beaucoup se prêtent à ce rituel dans l'espoir d'entrer en contact avec leurs défunts. C'est rouge. C'est comme une armure. Quelle que soit la vision que j'étais censé avoir, je ne l'ai pas eue. Le monde que j'avais très envie d'explorer était lui bien réel. Que pouvez-vous me dire sur l'île verte? Pour vous, ça pourrait être le portail vers un autre monde. Vous y verrez une grotte dans laquelle se trouve la statue de la déesse de la miséricorde. Dans cette grotte, vous vous sentirez en paix. Vous sentirez la force absolue que la déesse de la miséricorde vous donnera. J'aimerais vous donner ceci pour vous porter chance. C'est un talisman en bois qui vous portera bonheur. J'espère que les fantômes se manifesteront pour vous. Je suis sur le ferry pour l'île verte. C'est une destination très prisée des touristes l'été. Ils s'y rendent par centaines pour ces plages et pour l'une des rares sources d'eau chaude salée au monde. Je ne crois pas aux fantômes. J'avais le sentiment que ce qui s'était passé dans la grotte cachait quelque chose que Madame E ne soupçonnait pas. J'approchais de l'île où se trouvait la grotte, dont on disait qu'elle renfermait un trésor. La grotte où Madame E avait vu des revenants.
J'ai retrouvé mon contact, Vicky. Hey, Vicky. Bonjour Vicky. Il faut que je trouve cette grotte. Alors ce serait bien qu'on parle aux gens du coin. Qu'on leur demande où elle est. Je peux vous déranger? Connaissez-vous la grotte où est enfoui de l'or? Avez-vous entendu parler d'une grotte? Non, jamais. Ces jeunes savent peut-être. Est-ce qu'il y a des grottes sur l'île verte? La grotte aux hirondelles? Vous ne devriez pas y aller. N'y allez pas. La grotte était à la hauteur de sa réputation. La plupart des gens ne savent pas où elle est. Ils n'en ont jamais entendu parler. Et les rares personnes qui la connaissent me déconseillent d'y aller. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai également découvert que la grotte s'appelait la grotte aux hirondelles. Je voulais savoir quelle était la probabilité que de l'or soit enfoui sur l'île verte. D'où pouvait-il provenir? Je me suis adressé à Jérôme Keating, un professeur spécialiste de l'histoire de la région. Des rumeurs circulent selon lesquelles il y aurait de l'or enfoui sur l'île. Est-ce possible? Il y a toujours eu des pirates dans la région. Aux Philippines, on dit que les Japonais ont enterré beaucoup d'or quelque part. Ici, il y a plusieurs possibilités. Cet or pourrait venir d'un galion espagnol, ou encore de pirates, ou encore des Européens, en particulier des Hollandais, qui cherchaient également de l'or à Taïwan. Il y a donc plusieurs possibilités qui pourraient nourrir ce type d'idées. Les Espagnols avaient une route commerciale, la route entre Manille et Acapulco, qui a commencé vers 1575 et qui a duré jusqu'au début du 19e siècle. Il y avait donc des galions espagnols qui venaient régulièrement en Asie. Naturellement, avec les ouragans et les typhons, on comprend aisément que des bateaux aient pu dévier de leur course et s'échouer sur l'île verte. Donc c'est tout à fait possible. Il n'était donc pas impossible qu'un trésor de l'époque coloniale ait atterri sur l'île verte. C'est sans doute ce qui avait fait naître ces rumeurs concernant la grotte. Vicky avait localisé le mari de Madame E. Il allait nous expliquer ce qui s'était passé. Un prisonnier avait fait tomber ses outils dans une grotte alors qu'il travaillait dans la carrière. Lorsqu'il est parti chercher ses outils, il a trouvé une grotte et de mystérieuses briques. Il a donné un coup de burin sur le bord d'une brique et il a découvert que c'était un lingot d'or. Il a caché les 57 lingots pour revenir les chercher une fois sorti de prison. Lorsqu'il est revenu chercher l'or, il ne l'a pas trouvé. Sur son lit de mort, il a parlé de l'or à un ami. Cet ami et d'autres hommes sont venus à notre hôtel. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas d'or. Ils n'ont pas voulu renoncer parce qu'ils croyaient ce qu'avait dit le prisonnier avant de mourir. Après avoir creusé 3 ou 4 jours, ils ont trouvé une plateforme.
C'est là qu'ils ont découvert les squelettes. Si on trouve des ossements, on doit les rassembler et les enterrer. Alors je les ai aidés à chercher d'autres os pour les enterrer comme il faut. Vous avez trouvé l'or? Non, pas du tout. Monsieur E avait l'air certain qu'il n'y avait pas d'or dans la grotte. Il nous a dit que c'était un prisonnier qui avait été la première personne à y trouver de l'or. Monsieur E n'a pas voulu m'accompagner à la grotte. Il m'a dit de m'adresser à un guide du coin qui n'avait rien à voir avec les chasseurs de trésors pour qu'il m'y emmène. Je suis venu sur l'île verte au large de la côte sud-est de Taïwan parce qu'il circule des rumeurs sur une grotte hantée. En enquêtant, j'ai découvert que des chasseurs de trésors y étaient allés dans l'espoir de trouver de l'or, mais qu'ils n'avaient pas eu cette chance. Au lieu de cela, ils avaient déterré des squelettes humains. Que s'était-il réellement passé dans cette grotte? Et pourquoi certains habitants de la région refusaient d'y entrer? Maintenant que j'avais localisé la grotte, il ne me restait plus qu'à trouver quelqu'un qui veuille bien m'y emmener. Cheng Yaling était un guide qui vivait sur l'île verte. Pourquoi ce nom? Il y fait frais et sombre et il y a des hirondelles. Alors les gens de l'île l'appellent la grotte aux hirondelles. C'est une grotte marine. Mais il y a une plateforme à l'intérieur qui a été fabriquée par les prisonniers politiques détenus sur l'île verte dans les années 50. Leur prison était près de la grotte, alors ils ont construit une plateforme à l'intérieur. Yaling parlait de prisonniers. Il y avait un prisonnier. Et Monsieur E m'avait raconté que c'était un prisonnier qui avait découvert l'or pour la première fois. Comment ça, des prisonniers? Dans les années 50, le gouvernement taïwanais avait instauré la loi martiale. Des intellectuels avaient été arrêtés et amenés sur l'île verte pour y être corrigés. La suite m'a fait l'effet d'une bombe. Il fait très chaud sur l'île verte. Alors, lorsqu'un prisonnier mourait, son corps était déposé sur la plateforme. La grotte servait de morgue temporaire. En entrant dans la grotte, j'ai senti le changement d'atmosphère. À l'intérieur, l'air était lourd et un peu plus frais. L'histoire devenait encore plus étrange. Il était clair qu'on pouvait entasser beaucoup de cadavres dans cette grotte si on le voulait. Certains de ces prisonniers politiques avaient-ils été enterrés ici? Cela pourrait expliquer les os que les chasseurs de trésors avaient trouvés. C'était plausible. Et si cette grotte avait servi de morgue, il était facile de comprendre pourquoi certains la croyaient hantée. Je viens de sortir de la grotte aux hirondelles. Et on peut voir des hirondelles voler près de l'entrée. À l'intérieur, il y a suffisamment d'espace pour stocker des cadavres. Donc cette histoire pourrait être vraie. En revanche, les rumeurs selon lesquelles un trésor avait été enfoui ici étaient très certainement fausses. Je sentais que je me rapprochais de la vérité. Les cadavres de cette grotte pouvaient être une piste qui me permettrait de découvrir ce qui s'était passé ici. Je savais que la réputation terrifiante de la grotte avait une autre origine. Et j'ai enfin découvert quelque chose de plausible. Pourquoi ces cadavres étaient-ils entreposés là? Et ces prisonniers politiques, quel crime avaient-ils commis? C'est de ce côté-là qu'il faut maintenant que j'enquête. Yaling m'a appris que les trésors que je cherchais se trouvaient juste au-dessus de la grotte. Ici, c'était le cimetière des prisonniers politiques.
Les premiers prisonniers qui étaient détenus ici dans les années 50 étaient divisés en 12 unités. On dit que c'est la 13e unité parce que les esprits des prisonniers politiques des 12 unités qui sont morts ici rôdent encore. Où est la prison où ils étaient? Ils étaient tous dans une des 5 prisons de l'île verte. Lorsqu'ils mouraient, ils étaient enterrés ici. 5 prisons, c'est beaucoup. Il y a des prisons ici depuis la colonisation japonaise. Plus j'écoutais Yaling, plus je trouvais que l'île verte d'autrefois ressemblait à Alcatraz. L'île a connu une longue histoire pénitentiaire, dont une période pendant laquelle certains prisonniers étaient détenus pour leurs idées politiques. Il s'avère que sur l'île, il y a 5 prisons de moins de 3000 détenus. Je trouve que ça fait beaucoup de prisons. Elles forment un immense complexe, même si elles n'ont pas toutes été utilisées en même temps. Ce n'était sans doute guère étonnant. Mais une de ces prisons, Oasis Villa, était censée être hantée par des fantômes du passé. C'est du moins ce que prétendait un gardien qui y avait travaillé. Oasis Villa a été le théâtre de plusieurs morts mystérieuses. Lorsqu'ils étaient de nuit, les employés qui y travaillaient voyaient souvent les esprits des défunts. Ça pouvait faire très peur parfois. Je faisais une ronde au premier étage. Il était environ 2 heures du matin. J'ai vu la silhouette d'un homme dans le couloir. Il portait un uniforme blanc avec des rayures bleues. Il ne pouvait y avoir personne d'autre que moi à cette heure tardive. L'uniforme que portaient les prisonniers à cette époque-là n'était pas rayé. Cette silhouette était forcément celle d'un prisonnier venu du passé. Cette mystérieuse silhouette a continué à marcher dans le couloir. Puis, elle a disparu. Pour Monsieur Lee, le prisonnier fantôme portait un uniforme d'une autre époque. Celle des prisonniers politiques. On les envoyait ici pour leur faire subir un lavage de cerveau. Mais pourquoi ? Que se passait-il exactement ici ? L'établissement s'appelait Oasis Villa, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. Voici le terrain de basket. Vu d'ici, ça pourrait être une école catholique.
Le slogan sur le mur signifie en gros « Il n'est jamais trop tard pour devenir une bonne personne ». Ça ne fait aucun doute. Tout cela a été destiné à éduquer. C'est un lieu angoissant à cause de ce qui est censé s'y être passé. Mais il n'y a aucune trace. On dirait juste une école abandonnée. Voici l'Oasis Villa. Voici le poste de contrôle des gardiens. On voit qu'il est de forme hexagonale. C'est assez beau en fait. Ça, c'est le premier étage où étaient enfermés les cas particuliers. Et c'est ici que le gardien dit avoir vu un revenant. Allons voir. Voici un des 4 couloirs. Ici, on a bien la sensation d'être dans une prison. Vous trouverez sans doute que ça ressemble à un dortoir. Mais il y a quelque chose, en plus des lits superposés et de l'étrange lavabo au fond, qui va vous permettre de voir que ce n'est pas un logement pour étudiants. En général, les dortoirs ont une serrure à l'intérieur, pas à l'extérieur. Vous voyez que ce n'est pas un lieu destiné à des étudiants, mais bien un centre de correction. Et ici, on a des murs capitonnés. Ces cellules devaient être destinées aux prisonniers qu'ils jugeaient dangereux pour eux-mêmes. Tous les murs capitonnés. Rééducation. Voilà un mot aux connotations politiques qui est utilisé lorsqu'un gouvernement cherche à contrôler ses citoyens. Je n'arrêtais pas de voir la phrase « la terreur blanche ». De quoi s'agissait-il? Quel était le lien avec les prisonniers politiques? Je m'étais rendu sur l'île verte pour enquêter sur une grotte prétendument hantée et qui était censée abriter de l'or. Il n'y avait ni fantôme, ni trace de l'or. En revanche, la grotte avait sans doute été utilisée comme morgue pour les prisonniers morts sur l'île. L'île comportait un complexe pénitentiaire. Dans certaines de ces prisons, on avait enfermé des gens pour leurs idées. Tout cela s'était produit pendant une période appelée la Terreur blanche. Oasis Villa a quelque chose de perturbant. On dirait le nom d'un club de vacances, mais c'était bien une prison. Les portes se ferment de l'extérieur. Les gens qui étaient enfermés devaient renoncer à leurs idées et en adopter d'autres, validées par le gouvernement. Tout cela se passait pendant une période appelée la Terreur blanche. J'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement pendant cette période et pourquoi les gens étaient envoyés ici. La Terreur blanche semble avoir ses origines dans la guerre civile chinoise. Après sa défaite sur le continent, le parti nationaliste de Chiang Kai-shek prend le contrôle de Taïwan, en totale opposition avec le gouvernement communiste de Mao à Pékin. Farouchement anticommunistes, les nationalistes déclarent la loi martiale en 1949. Ils font arrêter toute personne qu'ils soupçonnent d'être communiste ou sympathisant de gauche. Et ils ratissent large. Artistes, professeurs, intellectuels, écrivains sont arrêtés, souvent sans réel motif, et sont envoyés dans des endroits comme l'île verte pour y être rééduqués.
Je suis retourné au complexe pénitentiaire de l'île Verte pour faire un tour dans le centre de correction Nouvelle Vie. C'est la première prison à avoir abrité les personnes soupçonnées de communisme ou autre élément subversif. Désormais, c'est un musée à la mémoire de ceux qui avaient vécu la terreur blanche. Je suis à l'intérieur du centre de correction. Je suis devant le mur des visages de ceux qui ont séjourné ici. Je commence à prendre la mesure de ce que ces personnes ont enduré ici. On voit bien que certaines photos ont été prises une fois la personne incarcérée, puisqu'elle porte un numéro. Mais d'autres ressemblent à des photos d'albums de famille. Ensuite, lorsqu'on regarde de plus près, on voit le genre de mauvais traitement que ces personnes subissaient ici. Je suis toujours à l'intérieur du centre. Ici, on a une reconstitution historique. C'est un musée. Mais il y a ici quelque chose qu'il faut absolument que je vous montre. Ces personnes ne bougent pas, parce que ce sont des mannequins. Mais ça donne vraiment la chair de poule. Le gars qui est assis est en train de lire. Même à cette distance, j'ai vraiment l'impression qu'il est sur le point de bouger. Ce gars-là illustre bien ce qui se passait ici. Ces prisonniers étaient éduqués, et ils subissaient une rééducation. C'étaient des musiciens, des professeurs, des littéraires. Et ça résume bien ce qui se passait ici. On rééduquait des gens qui étaient déjà éduqués. La plupart de ces prisonniers n'étaient même pas communistes. Je voulais en retrouver un et l'interviewer. Kwon Cheng-Shu a été détenu dans le centre de correction Nouvelle Vie dans les années 60. Monsieur Kuo, dans quelles circonstances avez-vous été arrêté? Ils disaient qu'ils arrêtaient les espions communistes. Monsieur Kuo a 28 ans lorsqu'il est arrêté. Il travaille dans une épicerie avec un ami. Des années plus tard, il écrira un mémoire sur ses années de prison. Que faisiez-vous lorsqu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés à midi et ensuite, ils ont dit qu'ils devaient vérifier certaines choses. Ils ont regardé ma carte d'identité et m'ont dit que quelque chose n'allait pas, qu'il fallait que je les suive. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au commissariat de police et que j'ai subi un interrogatoire. Ils m'ont donné un document parce qu'ils voulaient que je le signe en guise d'aveu. J'ai refusé. Alors j'ai beaucoup souffert. J'ai vraiment beaucoup souffert au début. Ils m'ont battu. Ils m'ont donné des coups de pied. Ils m'ont arraché l'ongle des 2 gros orteils. Ça a été un supplice. Mais je n'ai pas cédé. J'ai serré les dents. J'ai supporté la douleur. Ils ne m'ont pas pour autant relâché. L'histoire de M. Kuo était insoutenable. Aujourd'hui, il en parle ouvertement dans l'espoir que les nouvelles générations ne répètent pas les erreurs du passé. Être torturé pour les idées qu'on est soupçonné d'avoir est difficile à oublier. Ils auraient dû me condamner à mort, mais au lieu de ça, j'ai été condamné à perpétuité. Monsieur Kuo allait passer 22 ans en prison, sans aucun espoir d'être libéré au moment de son incarcération. Ils étaient des milliers de prisonniers comme lui pendant la Terreur blanche, et son histoire n'était que le sommet de l'iceberg. J'allais encore découvrir bien des choses, non plus sur l'île Verte, mais dans la capitale de Taipei.
Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver des traces de la terreur blanche à Taipei. Monsieur Kuo m'avait conseillé d'aller dans le tristement célèbre centre de détention Jingmei pour en apprendre davantage. Mais avant de m'y rendre, j'ai décidé de reprendre contact avec Jérôme Keating, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de Taipei. Qu'arrivait-il à ceux qui étaient arrêtés pendant la Terreur blanche? La Terreur blanche est sans doute l'une des pires époques de l'histoire de Taïwan. Et elle a duré de 1947 à 1987. Pendant cette période, plus de 140 000 personnes ont été emprisonnées, beaucoup sans raison. Pourquoi on en parle si peu? En premier lieu, parce qu'il est difficile d'accéder aux archives et de savoir où chercher des informations. Il m'a ensuite parlé de Jingmei. Jingmei était surtout destiné aux prisonniers politiques. Ils y étaient détenus en attendant leur procès. Donc ils séjournaient ici, ensuite avait lieu le procès. C'était un tribunal militaire, et donc très souvent les prisonniers n'avaient même pas d'avocat. Dans le pire des cas, ils étaient condamnés et exécutés. Et sinon, le plus souvent, ils étaient envoyés sur l'île verte. Les informations accessibles, où est-ce que je peux les trouver? Jingmei me semble être un bon point de départ, parce que dans les archives figurent les noms des prisonniers, la durée de leur détention, le lieu où ils sont allés après leur libération. Ce qui était autrefois une prison redoutée est un tribunal et aujourd'hui un mémorial des droits de l'homme. Si un lieu était susceptible de me fournir des réponses, c'était celui-ci. Voici Jingmei. C'est un des endroits par lequel passaient les prisonniers qui devaient être envoyés sur l'île verte. Je pense que je vais trouver des informations ici. À première vue, l'endroit ressemblait à un plateau de cinéma. Des téléphones derrière les barreaux pour que les prisonniers puissent parler à leurs proches. Et puis, de vieux enregistreurs à bande que les autorités utilisaient pour écouter leurs conversations. Au fil de l'exposition, je commençais à entrevoir le secret et la paranoïa qui enveloppait la terreur blanche, comme un épais brouillard, comme un fantôme. Il n'était pas étonnant qu'on ait su si peu de choses pendant si longtemps. Il fallait que je parle à un ancien prisonnier de Jingmei pour pouvoir enfin assembler toutes les pièces de ce puzzle. Mon enquête sur une colonie pénitentiaire sur l'île verte à Taïwan m'a amené à découvrir une sombre période de l'histoire du pays, celle de la terreur blanche. Taïwan était hanté non pas par des fantômes, mais par son passé récent. Le pays a connu 4 décennies de lois martiales et une campagne pour éradiquer le communisme durant lequel plus de 100 000 personnes ont été emprisonnées. Beaucoup n'étaient pourtant pas coupables des crimes qui leur étaient reprochés. C'est dans des centres comme celui de Jingmei que ceux qui étaient accusés de subversion étaient jugés. La plupart étaient ensuite envoyés en prison, et certains étaient exécutés. Des milliers de personnes ont été victimes de tout un système d'injustice ici. Des aveux obtenus sous la torture, des procès pour l'exemple, dont l'issue était connue d'avance, des prisonniers désespérés poussés au suicide. Leur désespoir semblait encore palpable. Voici le tribunal.
Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on voit tout de suite le côté théâtral du lieu. C'est ici que les accusés devaient être assis. Lorsqu'ils étaient ici, voilà ce qu'ils voyaient. 3 juges en train de les regarder. C'était clairement destiné à les intimider. Ils n'y pouvaient pas grand-chose, j'imagine. Toutefois, certains prisonniers ont réussi à agir. En 1970, un groupe de dissidents taïwanais, dont certains étaient encore enfermés à Jingmei, ont dressé une liste de 214 prisonniers politiques et sont parvenus à la transmettre à Amnesty International. Le docteur Ching Chong-tung faisait partie des dissidents et il a accepté de me rencontrer. C'était moi qui pratiquais les examens de santé à l'époque. Il me disait leur nom, leur âge, etc. Je notais tous les détails pour pouvoir les transmettre. Parce qu'il était médecin, le docteur Chin avait accès au dossier des patients à Jingmei. L'histoire que ces derniers racontaient ne figurait pas dans les journaux. À cette époque-là, nous avions rarement la chance de pouvoir lire les journaux. Le gouvernement affirmait que nous étions dans une Chine libre et qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais en réalité, nous étions tous des prisonniers politiques. Il y avait des milliers de prisonniers ici, y compris sur l'île verte et dans la prison de Taiyuan. Nous n'avions pas le droit d'en parler, sous peine d'avoir des problèmes. Les risques qu'il prenait pouvaient lui coûter très cher. Mais le prix du silence était également très élevé. Parfois, sur l'île verte, les prisonniers tenaient tête aux officiers et ils étaient punis. Certains ont même été exécutés. Ils ont été fusillés. Alors nous avons décidé d'alerter le reste du monde. Et en particulier Amnesty International, dont le siège est au Royaume-Uni. Mais il fallait faire preuve d'une grande prudence. Si les autorités avaient trouvé la liste avant sa diffusion, le Dr Chin aurait pu être exécuté. Toutefois, c'est grâce à des actions comme la sienne que le voile qui entourait la terreur blanche a fini par être levé. Très franchement, je suis un peu partagé sur cet endroit. On imagine très bien la terreur que devaient ressentir ces prisonniers qui attendaient de connaître leur sort. Un sort qui reposait sur des décisions totalement arbitraires. Ils pouvaient vivre ou mourir selon qui prenait la décision. Les reconstitutions qui ont été faites dans l'idée de montrer ce qui se passait ici semblent assez authentiques. On voit le sol de la prison, sa vétusté et son état de délabrement. Le centre de détention de Jingmei est aujourd'hui un mémorial des droits de l'homme, tout comme Oasis Villa sur l'île verte. Peu à peu, Taïwan devient moins réticent à affronter son passé, même si certains préfèrent toujours ne pas en parler. Au fil du temps, les survivants de la terreur blanche ont réussi à retourner au centre de détention de Jingmei et sur l'île verte. Ils ont publié leurs mémoires pour raconter ce qu'ils avaient vécu, et ils continuent de partager leur expérience avec le reste du monde, comme pour exorciser les démons du passé. La loi martiale à Taïwan a été levée au bout de 38 ans et 57 jours. C'est une des plus longues de l'histoire.